Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous présenter 5 pièces à lire chez soi. Je vais aussi vous mettre des extraits de ce magnifique livre qui s'appelle Les plus beaux manuscrits du théâtre français, une espèce d'anthologie de manuscrits qui a été faite par la BNF. Lysistrata, qui est une comédie antique. Cette pièce se passe pendant le conflit entre Sparte et Athènes. En gros, elle propose de faire une grève du sexe pour empêcher les hommes d'aller combattre. C'est extrêmement drôle, extrêmement obscène. C'est le premier personnage féministe au théâtre, même s'il n'y a pas réellement d'intention féministe derrière, c'est surtout une critique sur le désir sexuel comme seul moyen d'arrangement entre les hommes et les femmes. Et ce qui est génial en fait, c'est que ça a inspiré des mouvements féministes. J'ai vu qu'en Afrique, il y avait eu pas mal de grèves de sexe. Si vous avez envie de vous renseigner sur la comédie antique, parce qu'on parle beaucoup de tragédie grecque, mais la comédie grecque est géniale. Aristophane, c'est génial. Sincèrement, lisez ça. Ça se lit très facilement, c'est très drôle, c'est des blagues obscènes à souhait, c'est génial. Après la comédie antique, la tragédie classique, avec notre cher ami Racine, Phèdre. Phèdre que j'ai eu la chance de pouvoir lire pour un concours de lecture pour Canal+. Phèdre, c'est l'une des pièces les plus connues, l'une des pièces les plus jouées. C'est une pièce sur l'amour interdit, sur la politique. Dans les thématiques abordées, il y a aussi la fatalité et le destin, qui sont des thématiques assez belles, je trouve. Ce qui est très bien dans cette pièce de théâtre, c'est que la psychologie des personnages est poussée à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout le cheminement mental de Phèdre, donc Phèdre qui est l'épouse de Thésée, et lorsque Thésée meurt, Phèdre décide d'avouer son amour à Hippolyte, qui est le fils de Thésée. Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux. Sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Madame, pardonnez. J'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime! Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette pièce, c'est la violence dans les mots, la violence dans les sentiments. Je trouve ça juste magnifique. J'aime beaucoup le cheminement de la violence qui va de la vengeance au repentir. Alors, voici comment se présente le livre. Il y a déjà une présentation de l'auteur, une peinture de l'auteur, donc de Racine. Et là, on a les magnifiques éditions originales de Phèdre. Donc, voilà. C'est vraiment sublime ou pas? Après la comédie antique et la tragédie classique, un drame historique. Donc, Lorenzaccio de Musset, qui est l'une vraiment des pièces que je préfère. Je vais essayer de vous mettre un passage du Lorenzaccio par Zeffirelli à la Comédie Française avec un Francis Huster qui est juste incroyable. Eh bien, quoi donc. J'ai des envies de danser qui sont incroyables. Oui, je crois, si je me laissais aller, que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtras, sur toutes ces poutres. Eh, mignon, mettez vos gants neufs, un plus bel habit que cela. Faites-vous beau. La mariée est belle, mais je vous le dis à l'oreille, prenez garde à son petit couteau. Le
Lorenzaccio, avec le diminutif. Lorenzo est le cousin du duc de Médicis, Alexandre de Médicis, et il décide de le tuer. Donc c'est un attentat politique contre son cousin qui règne en tyran. En gros, c'est une espèce de reprise du mythe qu'il y a entre Brutus et César, et c'est pas seulement centré sur la politique, parce que j'aime beaucoup la politique, je ne conseille que ça finalement. C'est aussi une pièce extrêmement sensible parce que c'est un drame romantique et donc le romantisme va s'inscrire dans la perception du moi, dans l'intériorité et donc il va se focaliser sur la violence de ses sentiments. En gros, on suit à la fois une trajectoire personnelle et une trajectoire politique. Une action politique échoue parce que Lorenzo veut faire en sorte que la République arrive, et on connaît l'histoire des Médicis, donc on sait que ça n'arrive pas tout de suite. Si l'action politique échoue, l'action personnelle aussi, parce que c'est quand même un attentat, une conspiration contre son cousin. Il y a toute une réflexion sur le bien et le mal dans l'action politique et dans l'action sociale, toute une réflexion sur le masque politique, le masque dans le théâtre, donc il y a toute une réflexion métathéâtrale, toute une quête de la vérité malgré les apparences, la question de l'idéal républicain. C'est une pièce en fait qui n'avait pas pour vocation d'être jouée. Musset va écrire pour le théâtre de l'Odéon une pièce qui s'appelle La Nuit vénitienne ou Les Noces de Lorette qui ne va absolument pas fonctionner et donc il décide de ne plus écrire pour la scène mais d'écrire simplement des pièces qui sont dans un recueil qui s'appelle Un spectacle dans un fauteuil et donc cette pièce est faite pour être lue. C'est pour ça qu'il y a énormément d'intrigues dans cette pièce, énormément de personnages, il y en a plus de 70 si on ne compte pas les figurants. C'est une pièce fleuve, c'est incroyable de beauté et je mettrai un extrait tellement j'aime cette pièce. Je croyais que j'avais fin de partie de Beckett, mais en fait non, j'ai celle-ci. J'ai Oh les beaux jours, En attendant Godot et La dernière bande. Je n'ai pas de fin de partie alors que c'est la pièce que je vous conseille. Beckett, c'est le théâtre que j'adorais quand j'étais ado. Cette vision très noire sur le monde, mais en même temps avec un humour absurde et avec des conversations qui ne riment à rien. Aujourd'hui, on va dire que Beckett, c'est du théâtre de l'absurde. Mais le théâtre de l'absurde n'a pas été théorisé ni par Ionesco, qui fait aussi partie de cette catégorie-là, ni par Beckett. En fait, c'est la critique qui a décidé de mettre ce terme-là, et donc c'est un peu remis en question. Fin de partie, ça se passe dans la maison de Ham et de Clove. C'est dans un univers apocalyptique. On ne sait pas ce qui s'est passé et on ne saura jamais tout au long de la pièce ce qui s'est passé, pourquoi ils se retrouvent enfermés, pourquoi ils regardent dehors et dehors il s'agit d'un désert alors qu'on est limite dans un hangar. Les personnages sont des personnages écharpés, handicapés. C'est très physique comme théâtre, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est du théâtre très physique. Là j'ai découvert Copie et pareil, c'est un univers très très physique qui mêle absurde et corps et je trouve ça génial. Ham est paralysé et en fauteuil roulant et est aveugle, tandis que Clove, lui, est boiteux et ne peut pas s'asseoir. Donc on a ce personnage debout qui est pourtant le subalterne de Ham, Ham qui a décidé de recueillir Clove, et donc ça va être énormément de discussions entre eux deux. C'est une pièce qui joue sur la durée, qui joue sur l'absence de conversation, pourtant il y a des choses très belles aussi dedans. C'est une répétition en fait d'une journée habituelle, d'une journée qui n'en finit pas. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine. Il y avait un gros bobo. Tu as vu ton cœur? Non. C'était vivant. Clove, Oui, qu'est-ce qui se passe? quelque chose suit son cours. C'est aussi toute une réflexion sur la fatalité qui n'arrive pas, la fatalité qu'on attend d'autant plus nous en tant que spectateurs et que lecteurs, parce que le théâtre quand même repose sur une forme de fatalité. Je trouve que dans cette brutalité, dans cette corporalité, il y a une poésie qui est brute, une poésie qui est sensible, une poésie qui n'a pas besoin d'autre chose que de se suffire à elle-même. Il y a aussi une forme d'obsession dans les mots, dans la quête d'un langage vrai, et une obsession dans la relation à l'autre. L'obsession qui va jusqu'au besoin de l'autre et
Pour moi, c'est une pièce juste magnifique. Alors Beckett, juste magnifique avec sa petite signature. Et là, on a le manuscrit de En attendant Godot. Toujours les ratures et le texte à côté. Et dernièrement, dans la solitude des champs de coton de Coltès que j'ai découvert cette année à la fac et qui a été un énorme coup de cœur avec Roberto Zucco. Et dans la solitude des champs de coton, c'est tout ce qui manquait à Roberto Zucco. Des grands monologues d'une poésie incroyable. C'est assez politique aussi parce qu'il s'agit d'une rencontre entre une personne noire qui est dealer et un homme qui va chez lui, possiblement on ne sait pas où il va. Et donc c'est toute une pièce sur la rencontre avec l'autre, sur l'hostilité de la rencontre, sur la méfiance envers l'autre qu'on ne connaît pas. Et donc en fait c'est très politique finalement comme thématique. Et les mêmes mots reviennent sans cesse, toujours avec une espèce de réinscription. En fait, dans tous les dialogues, ils vont réutiliser les mots de l'autre pour se les approprier. Et donc c'est l'incarnation de la poésie du quotidien. Je trouve ça superbe. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. L'objectif, ce n'est pas d'être entendu, mais de parler, de s'exprimer. C'est la recherche de la parole, en fait. D'avoir cette rencontre où normalement les gens se croisent, ils ne se parlent pas, et là, décident de se parler. C'est une pièce aussi sur le déséquilibre et la solitude. La solitude, du coup, qui est fractionnée par cette rencontre. Et oui, c'est toute une réflexion sur le deal, sur la quête du désir, sur la possibilité que l'autre ait quelque chose à nous donner dans la rencontre. En fait, ça s'applique pas seulement au deal, ça s'applique à toutes les situations dans une rencontre avec quelqu'un. Et donc, il y a une forme d'universalisme qui est assez incroyable et qui est magnifique, quoi. Et pour terminer, Coltès. Et là, c'est le manuscrit de Roberto Zucco. Voilà, j'ai une grosse passion pour les manuscrits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager parce que c'est le meilleur moyen pour que les gens entendent parler de cette chaîne. Je vous ai quand même conseillé un sacré paquet de livres finalement. Pourquoi il faut lire le théâtre et pas seulement le voir? Parce que c'est beaucoup plus court à lire qu'un roman, donc on peut en lire plus. Aussi parce que la mise en scène finalement n'est qu'une interprétation de l'œuvre, et pour avoir sa propre interprétation et sa propre mise en scène personnelle, il faut lire les textes de théâtre. Je suis d'accord que c'est fait pour être joué, mais je pense que c'est aussi fait pour être lu et pour être imaginé personnellement. Et juste avant de terminer, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur les manuscrits, parce que moi c'est une énorme passion, mais si ça vous intéresse je pourrais peut-être faire un truc là-dessus, ça me plairait beaucoup en tout cas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, où je parle de tout ce que je vois en matière de théâtre, que ce soit masterclass, que ce soit émission de radio, que ce soit pièce, parce que je vais pas tout mettre ici. Mon Instagram c'est @pleinchamp. Alors je vous attends dessus. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de sortir celle sur le vocabulaire du théâtre la semaine prochaine.